Au-dessus des champs de maïs de l'Iowa, le vol United Airlines 232 est en situation critique. C'est bon. C'était quoi? L'un des 3 moteurs du DC-10 a explosé. L'avion est incontrôlable. Coupez les gaz. Un seul homme peut les aider à atterrir. Et par chance, il se trouve dans la cabine. Denny Fitch en sait plus que quiconque sur le pilotage des DC-10. C'est comme ça que je suis passé de passager à membre d'équipage. Poussez, Al. À vous, poussez, laissez revenir. Mais rien dans sa vaste expérience ne l'a préparé à ce qu'il découvre. On a perdu les 3 systèmes hydrauliques. J'ai évalué la situation et j'en ai tiré une conclusion immédiate. Denny, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Le vol 232 de United Airlines est à mi-chemin entre Denver au Colorado et Chicago. Le DC-10 vole à une altitude de croisière de 11 000 mètres. Il fait beau et le commandant et son copilote, tous deux anciens pilotes de chasse, sont détendus. On sera à Chicago à l'heure. L'appareil était en parfait état. On avait bu un petit café. Le temps était dégagé. Il n'y avait aucune raison pour que le vol se passe mal. C'est le jour des enfants chez United Airlines. Pour eux, le billet ne coûte qu'1 cent. Sur les 285 passagers, 52 sont des enfants. Merci pour les biscuits, Jan. Je peux avoir encore du café? Denny Fitch est pilote et instructeur de vol sur DC-10 chez United Airlines. C'était un vol tout à fait normal. On avait grimpé jusqu'à la bonne altitude, le déjeuner était terminé, les plateaux retirés, et j'ai demandé du café à l'hôtesse. Vous rentrez chez vous quelques jours? Oui, ça va me faire du bien. S'il vous plaît. Je reprendrai du café quand vous aurez une seconde. Merci. Jerry Schemmel est cadre dans un club de basketball. Il se rend à Chicago pour aller sélectionner des joueurs universitaires. C'était un vol très calme. Quand on a embarqué, on nous avait même dit qu'on ne prévoyait aucune turbulence. On allait passer 2 heures agréables jusqu'à Chicago. Il y a eu une explosion soudaine et on s'est retrouvé pris dans un tourbillon d'activité. Bill Rickards, le copilote, débranche immédiatement le pilote automatique et prend les commandes en manuel. C'est bon. C'était quoi? Aucune alarme ne s'est déclenchée, ni bip, ni sirène, ni lumière clignotante. Juste une grosse explosion, c'est tout. Il y a eu le bruit et un souffle a traversé la cabine. Ma première pensée a été qu'une bombe avait explosé. On était tous condamnés. Puis je me suis dit qu'on ne survivait pas à l'explosion d'une bombe dans un avion. Denny Fitch surveille attentivement toutes les réactions de l'appareil. Il n'y avait plus de café dans la tasse, il s'était répandu sur la nappe. Mes fesses n'étaient plus au milieu du siège, mais sur l'accoudoir gauche. Ensuite, on a ressenti de violents soubresauts pendant 10 secondes. Vérifiez les indicateurs. Les pilotes maîtrisent difficilement l'avion. Le commandant Haynes tente de comprendre ce qui se passe. L'avion tremblait tellement qu'il fallait se coller le nez sur le tableau de bord pour lire les instruments. On a perdu le moteur numéro 2. Le DC-10 est équipé de 3 moteurs. Le numéro 2 est monté sur la queue et il est gravement endommagé. Autour de moi, les gens étaient calmes, mais on voyait qu'ils étaient très inquiets. Comme moi, ils anticipaient ce qui pouvait se produire et on savait que rien de positif ne s'annonçait. Bill Rickards ne parvient pas à stabiliser l'avion. On perd du liquide hydraulique.
Coupez le numéro 2. Quand on coupe un moteur, c'est parce qu'on ne connaît pas la raison de la panne. Si on le laisse tourner, il peut se désintégrer. Bon, ça va mieux. Mais Denny Fitch en doute. Le problème ne peut pas venir uniquement de la perte d'un moteur. Je regardais par le hublot et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. L'aile droite de l'appareil plongeait. Ça n'avait pas de sens, le moteur numéro 2 ne peut pas provoquer un tel comportement des ailes. Autrement dit, sa perte n'avait rien à voir avec ce que j'observais. Bill m'a dit qu'il n'arrivait pas à maîtriser l'appareil. C'est le genre de choses qui vous secoue. Alors j'ai regardé ce qu'indiquaient les instruments de vol. Le moteur défaillant a beau être coupé, l'avion ne répond pas aux commandes du copilote. Il s'incline de plus en plus à droite. On se sent très mal quand on pousse le manche à fond dans un sens, on le ramène le plus loin possible et que l'avion va dans la direction opposée. Je le tiens, Bill. Si les pilotes ne réussissent pas à récupérer l'assiette, l'appareil va se retourner. Il a poussé le manche complètement à gauche, puis l'a tiré vers ses genoux. C'est impossible de faire ça en vol. Cela signifiait qu'il y avait quelque chose de grave. Mais l'avion commençait à se retourner et il fallait l'en empêcher. Ça marche pas. Les pilotes ne parviennent plus à diriger l'appareil et la perte d'un réacteur ne peut expliquer une défaillance aussi grave. Vérifiez les jauges, Dudley. Comment sont-elles? On n'a plus de liquide hydraulique. Tous les circuits sont à zéro. Les trois? C'est impossible. Un système hydraulique complexe transmet les consignes du pilote depuis le manche aux différents équipements, tels que gouverne de profondeur, gouverne de direction ou aileron. Sans liquide dans les circuits, ces commandes de vol essentielles sont inopérantes. Le liquide hydraulique est le sang de l'avion. Il permet d'actionner les commandes de vol, de rentrer et de sortir le train d'atterrissage, de bouger les volets. C'est le système hydraulique qui fait fonctionner la plupart des équipements mobiles. Sans système hydraulique, on n'a aucun contrôle. Autant balancer le manche par le hublot. Malgré l'inutilité de leurs efforts, les deux pilotes continuent à utiliser instinctivement les commandes de vol comme si elles fonctionnaient. C'est comme conduire une voiture. Quand on dérape sur le verglas, on ne lâche pas le volant, même s'il ne sert à rien. C'est la même chose. On s'accroche aux commandes en espérant qu'il reste peut-être un peu de liquide dans les circuits. Que dit le manuel? Le DC-10 est équipé de 3 circuits hydrauliques indépendants. Si l'un vient à manquer, les 2 autres prennent le relais. Mais les 3 circuits sont vides. Je ne trouve rien sur ce genre de panne. Il y avait une chance sur 1 milliard pour qu'une telle chose se produise. On n'est pas formé pour ça, on n'a aucun entraînement, parce que techniquement, ça ne peut pas arriver. Il est désormais impossible de maîtriser l'appareil. Il risque de piquer en vrille d'un moment à l'autre. On va utiliser les moteurs. Ouais, pourquoi pas. On a improvisé au fur et à mesure. On était tous conscients qu'il n'existait aucune procédure établie. Alors on s'accrochait à tout ce qui pouvait marcher. Les pilotes tentent de diriger l'avion avec les 2 moteurs latéraux qui fonctionnent encore. Je vais ramener le numéro 1 de 10% et vous poussez le numéro 3 de 10%, tout doucement. En ajustant la puissance des moteurs, ils réussiront peut-être à rétablir l'assiette et à voler en ligne droite. Allez-y, mollo. Les moteurs tournent à vitesse de croisière. La moindre erreur de calcul pourrait être catastrophique. L'avion commence à se stabiliser. C'est bon. Ça marche. Cette technique de pilotage improvisé semble réussir. Mais la panne du système hydraulique fait toujours courir un grave danger à l'équipage et aux passagers. On est loin de Chicago? 650 km. Il est sans doute possible d'atteindre Chicago avec 2 moteurs, mais les pilotes doutent de pouvoir atterrir sans commande de vol.
Comment on va faire pour se poser? Toutes les commandes de direction de l'avion sont inutilisables. Et jamais un DC-10 privé de système hydraulique n'a atterri sans casse. 296 personnes vont y laisser la vie, à moins que les pilotes ne trouvent une solution, et vite. Le nez plonge. Qu'est-ce qui se passe? Le vol United Airlines 232 entame une descente accélérée. Dans ces cas-là, on tire sur le manche pour actionner la gouverne de profondeur et relever le nez de l'appareil. La gouverne ne répond pas. Faute de pression hydraulique, la commande n'est pas transmise. En principe, il suffit de tirer et de donner un peu de puissance pour redresser le nez. Mais là, on n'avait pas de commande. Bon, on va accélérer pour voir ce que ça donne. Les seuls équipements en état de marche sont les 2 réacteurs latéraux. On essaye 10%. Surveillez les indicateurs. Doucement. Les pilotes augmentent la puissance des moteurs. Ils espèrent ainsi créer suffisamment de portance pour relever le nez. C'était tout indiqué. La puissance crée la portance dont on a besoin. La manœuvre réussit. L'avion se redresse. Bien. Ça a marché. Doucement. Doucement. On a perdu 300 mètres. Il faut atterrir. Trouvez l'aéroport le plus proche. Depuis la panne de moteur, l'appareil n'a cessé de dériver sur la droite. Et il n'atteindra pas Chicago sans commande de vol. Il faut trouver immédiatement un endroit où atterrir en sécurité. Ici United 232, urgence à bord. Nous demandons un guidage pour l'aéroport le plus proche. Qu'est-ce qui se passe? Panne hydraulique, on va atterrir d'urgence. United 232, vous vous dirigez vers Sioux City. Cela vous convient? Va pour Sioux City. Affirmatif. Préparez la cabine. Allons bon, on grimpe maintenant. Soudain, l'avion se cabre. Conséquence, la vitesse air chute et la portance diminue sous les ailes. S'il continue son ascension, l'appareil va décrocher et s'écraser au sol. C'est quoi le problème? Prenez le moteur droit. Prêt. Pour baisser le nez, le commandant Haynes doit réduire la puissance tout en luttant pour maintenir l'assiette. Bien. Ça a marché. J'ai senti qu'on tombait. Et j'essayais de comprendre ce qui n'allait pas dans cet avion. On recommence à chuter. Poussez un peu. Doudou. Doudou. Bien. 8000 mètres. Bon sang. L'avion a encore perdu 450 mètres d'altitude. On est loin de Sioux City? Dans les 90 km. Il reste 30 minutes avant l'impact avec le sol. Ne vous inquiétez pas, Jan. L'appareil vole très bien avec 2 moteurs. Quand je lui ai dit ça, elle m'a répondu « Non, Denny, j'arrive du cockpit et les 2 pilotes se battent pour le maintenir en l'air. » Tout le système hydraulique a lâché. Bingo. Ça veut dire pas de train d'atterrissage, pas de bec de bord d'attaque, pas de volet, pas de commande de vol. D'accord. Dites au commandant qu'il y a un pilote instructeur sur DC-10 en cabine. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider, qu'il n'hésite pas. United 232, vous demandez un atterrissage d'urgence? Affirmatif. On n'a plus de circuit hydraulique, demandons guidage vers l'aéroport.
United 232, contact radar. Virez à gauche à 255. On n'est pas en état de virer à gauche. C'est trop risqué. Exact. Sioux City se trouve à gauche de l'appareil, mais pour une raison inconnue, l'avion endommagé ne peut effectuer que des virages à droite. Le forcer à tourner à gauche pourrait s'avérer catastrophique. On est en plein virage à droite. On ne peut rien faire d'autre. On essayait de suivre la route que la tour nous avait indiquée. Quand on dérivait à droite parce qu'on avait perdu le cap en manipulant les manettes, plutôt que d'appuyer à gauche, on faisait un tour complet. United 232 reçu. Virez à droite à 255. Les pilotes doivent exécuter un virage à droite précis sans l'aide des ailerons. Ils ajustent alternativement la puissance des deux moteurs pour faire tourner l'avion en détresse. Alors qu'ils amorcent le virage, le nez plonge à nouveau. L'avion accélère sa descente. On essayait de se maintenir en palier, mais comme l'avion penchait à droite, le nez plongeait quand on tournait à droite, et on risquait de se retrouver sur le dos. Il fallait éviter ça. Ils parviennent à achever la boucle, mais ils ont à nouveau perdu 300 mètres. Et Sioux City est encore à 64 km. Je crois pas qu'on atteindra l'aéroport. Il y a un instructeur sur DC-10 qui propose son aide. Ça nous a soulagés de savoir qu'un instructeur était à bord. Il aurait peut-être des idées auxquelles on ne pensait pas. Il pouvait peut-être nous aider. On était très contents qu'il se porte volontaire. D'accord, qu'il vienne. Vous pouvez venir? C'est comme ça que je suis passé de passager à membre d'équipage. Je vois encore les muscles et les tendons crispés de leur avant-bras, leurs jointures toutes blanches. Tous deux tenaient le manche, chacun le sien. Et ils travaillaient en équipe pour tenter de maintenir l'avion en vol. C'était inquiétant parce que c'est un appareil qui se pilote d'une seule main, avec deux doigts. C'est la nature de la bête en temps normal. Là, c'était pas normal du tout. Poussez, Al. À vous maintenant. Poussez et laissez-le revenir. On a perdu les 3 circuits hydrauliques. J'ai évalué la situation et j'en ai tiré une conclusion immédiate. Denny, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Prenez les manettes. Il pouvait se mettre entre Bill et moi et contrôler l'alternance des poussées beaucoup plus facilement que nous. C'est bon. Tirez, tirez. Commencez à réduire. Denny Fitch doit diminuer la puissance pour stopper l'ascension de l'avion. J'ai très vite commencé à sentir comment l'avion se comportait. Non, 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 pas encore. Attendez qu'il soit en palier. Le personnel de bord prépare discrètement l'atterrissage forcé. Ça me dit rien qui vaille. Comme la plupart des passagers, j'observais attentivement les hôtesses pour deviner à quoi elles pensaient, ce qu'elles pouvaient savoir, si elles avaient peur. Pendant quelques minutes, elles n'ont fait que nettoyer la cabine. Denny Fitch a les yeux rivés sur le manche. Il tente d'anticiper les demandes des pilotes. C'est Sioux City à droite?
C'est Sioux City. L'aéroport est enfin en visuel. Normalement, les pilotes devraient commencer à réduire la vitesse pour entamer leur approche. Une tâche impossible sans commande de vol. La perte du système hydraulique les empêchait de configurer les ailes pour un atterrissage normal. Ils étaient contraints d'arriver beaucoup plus vite pour maintenir la portance. On n'avait aucun moyen de contrôler la vitesse. C'est ce qui nous inquiétait le plus. Il fallait qu'on ralentisse. Mais on ne pouvait rien faire. Même s'ils parviennent à s'aligner sur la piste, ils la toucheront beaucoup trop vite. Nul ne peut dire comment l'avion va réagir lors de l'impact. On redoutait ce qui allait se passer en se posant, parce qu'on n'arrivait pas à relever le nez en position d'atterrissage. C'était ma plus grande inquiétude. Si toutefois on atteignait la piste. Un peu à droite. Denny Fitch continue à maintenir le cap et l'assiette en alternant la puissance des deux réacteurs. Intuitivement, j'ai commencé à sentir l'avion. Je ne faisais plus qu'un avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. J'avais l'impression qu'il me prévenait de ce qu'il allait faire avant de le faire. Al Haynes. Salut Al. Denny Fitch. Bill Records. J'offre une tournée générale quand on sera sorti de là. Je ne bois pas, mais je vous jure que je ferai une exception. On courait à la mort. Nous et les passagers. Le vol 232 est à moins de 10 minutes d'un atterrissage quasi impossible. On n'attend aucun survivant. Pompiers et secouristes se préparent au pire. Alors que l'avion approche de l'aéroport, le commandant Haynes décide qu'il est temps d'expliquer la situation aux passagers. Mesdames et messieurs, ici le commandant Haynes. Vous avez dû vous rendre compte que nous avons des difficultés à maîtriser l'avion. Nous allons tenter un atterrissage d'urgence à Sioux City. Nous nous poserons environ dans 8 minutes. Nous contrôlons l'appareil au maximum de nos possibilités, mais vous devez comprendre que nous risquons de nous cracher. Veuillez revoir les consignes de sécurité. Ça va être la pire expérience de votre vie, et vous devez être prêts. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous ramener à terre, mais nous avons besoin de votre coopération. Le commandant Haynes a voulu être le plus honnête possible. Il n'a pas cherché à édulcorer la vérité. Il nous a prévenus que nous courions un grave danger. J'étais persuadé que ma dernière heure était venue. L'issue était des plus incertaines. Tout le monde a réalisé que l'avion allait subir de graves dommages et qu'il y aurait des blessés ou pire parmi les passagers. Bon. Posons cet oiseau. À 2700 mètres du sol et à moins de 10 minutes de l'aéroport, l'appareil vole encore beaucoup trop vite pour atterrir sans danger. Au lieu d'être à 120, 140 nœuds, la vitesse normale, ils allaient à plus de 200 nœuds, bien trop vite pour maîtriser l'appareil. Cela signifie que l'impact va être beaucoup plus violent et qu'ils vont avoir besoin de beaucoup plus de place pour atterrir. De plus, leur marge d'erreur est extrêmement réduite. Qu'est-ce que vous en dites? Je sors le train? Allez-y. Sortir le train d'atterrissage ralentira l'avion. Sans système hydraulique, les pilotes doivent le libérer manuellement et compter sur la gravité pour le verrouiller. Pourvu que ça marche. Si le train ne se verrouille pas, l'avion est condamné. Vert partout. Le train a créé suffisamment de résistance pour diminuer un peu la vitesse R. Mais l'appareil vole encore à près de 70 nœuds au-dessus de la normale. Bien. Commencez à réduire. Les passagers se préparent pour ce qui pourrait être leur dernier moment.
Les 3 derniers mots de ma lettre à ma femme étaient « je t'aime ». Je ne voyais pas comment je pourrais survivre. Mais à la toute fin, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux que je réfléchisse à un plan de match, au cas où je m'en sortirais. Ces 3 ou 4 minutes-là, je me suis dit, si tu meurs ou que tu es gravement blessé lors du crash, tu ne pourras aider personne. Sinon, ne sors pas de l'avion, ne panique pas, reste là, garde ton calme et essaie d'aider les autres. L'appareil n'est plus qu'à 27 km de l'aéroport. Vous voulez le siège? Oui. C'est bon? Ok. Les 3 pilotes doivent être fermement maintenus pour l'atterrissage forcé. À quelques kilomètres de la piste, l'équipage effectue un dernier cercle à droite pour ajuster le cap. Voilà l'aéroport. Je le vois. Moi non. Poussez dès qu'il se met à plonger. À quelle vitesse allait-on toucher le sol et qu'allait-il se passer? On espérait que le choc ne serait pas assez violent pour désintégrer l'avion. Poussez, poussez. En l'absence de volet, seule la vitesse R maintient l'avion en vol. Les pilotes n'ont pas le choix. Ils doivent conserver une puissance quasi maximale. Ça va être rigolo. Essayez de garder le cap. C'est bien. Les pilotes ont réussi à descendre en boucles successives d'une altitude de 11 000 mètres jusqu'à cette piste providentielle. Il s'agit maintenant de poser l'appareil. L'avion se rapproche de la piste à 490 mètres par minute, plus vite que la navette spatiale à l'atterrissage. C'est bien. Piste en visuel. Elle est à droite là-bas. Je la vois. Mais il est impossible de ralentir. Denny Fitch doit même pousser les moteurs pour maintenir le nez en l'air. Doucement. Allez bébé, pose-toi. Dites-leur qu'on atterrit dans 2 minutes. Atterrissage dans 2 minutes. 2 minutes. Mon attitude était de me dire que j'allais y arriver. Je vais réussir. L'échec n'est pas envisageable. Je n'accepterai rien moins que le meilleur. Et si je meurs, je mourrai en sachant que j'ai fait mon devoir. « 232, autorisation d'atterrir sur n'importe quelle piste. » Oh, on n'est pas difficile, on prendra la première. On était assez près et on allait assez vite pour atteindre l'aéroport. C'était le principal. Quant à atteindre la piste, comment savoir? L'appareil vole toujours beaucoup plus vite que la normale. Mais les pilotes ne peuvent plus reculer. Et ils n'auront pas de seconde chance. Freinez avec moi. Ouais. Ils auront très peu de puissance de freinage et d'inversion de poussée pour arrêter l'avion au sol. Et ils ne pourront pas le diriger. Aucun pilote d'avion de ligne n'a jamais posé un DC-10 à cette vitesse sans casse, avec ou sans commande de vol. Réduisez les gaz. C'est ça, réduisez le gauche. On entendait des gens pleurer. Et de temps en temps, quelqu'un poussait un petit cri. À la fin, je me suis dit que je ne pouvais rien faire de plus pour me préparer. Je n'avais plus qu'à attendre la suite des événements. 30 secondes avant l'atterrissage. Position de sécurité. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer en touchant le sol. On allait beaucoup trop vite, on n'avait pas de volet, on n'avait pas de frein et aucun moyen de diriger l'avion une fois sur le tarmac. Au fond de moi, j'espérais réussir à le cabrer en donnant de la puissance. Le nez se serait relevé et le ventre aurait opposé plus de résistance au vent, ce qui nous aurait freinés. On se serait posé sur le train et on aurait roulé sur la piste. Le contrôleur préfère ne pas regarder ce qui va suivre. À 300 mètres à peine du sol, le nez plonge à nouveau. La vitesse déjà dangereuse augmente encore.
Le nez s'est baissé et on a repris de la vitesse. L'aile droite s'est mise à pencher. Il était vital qu'on se remette droit. Coupez les gaz. Coupez tout, coupez. Impossible, si je coupe, on s'écrase. On a dit, c'est vous qui gérez la puissance, faites ce que vous jugez bon. La confiance devait être absolue. Ok. Ok. Gauche, 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 gauche. On vire, on vire. J'ai raté mon coup et... On a touché très durement. Ma tête a percuté la console radio devant moi. C'était comme si une main géante m'avait écrasé le visage contre cette console. Le choc a été d'une violence incroyable. Malgré tout ce que j'avais imaginé, rien n'aurait pu me préparer à cet impact. J'ai senti l'avion culbuter et on a glissé sur le dos et à reculons pendant ce qui m'a paru une éternité. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu du bleu pendant un quart de seconde, puis c'est redevenu marron et vert. Et je ne peux pas vous décrire les forces qui se sont déchaînées. Il m'a fallu quelques secondes pour savoir si j'étais vivant ou mort. Comme j'avais mal, je devais être en vie. Et puis j'ai compris ce qui s'était passé. L'avion s'était retourné et j'étais suspendu tête en bas dans mon siège. J'étais obligé d'aller vers l'arrière parce que la fumée nous chassait par là. J'ai trouvé une ouverture là où la queue s'était détachée et je suis sorti. Dehors, j'ai vu qu'on était dans un champ de maïs. Ça m'a réconforté parce que j'étais en terre inconnue. À ce moment-là, je savais que je n'étais pas grièvement blessé et que je n'allais pas mourir dans ce crash. J'ai fait quelques pas à l'extérieur et j'ai entendu un bébé pleurer dans l'épave. Je ne me suis pas posé de questions, je n'ai pas pensé au danger. J'ai juste réagi aux pleurs. Un instant plus tard, j'étais revenu dans l'avion. Tout va bien. Tout va bien. Grâce à Jerry Schemmel, la petite fille sera rendue à ses parents. Tout va bien. D'autres n'ont pas eu autant de chance. Des morceaux de l'avion sont éparpillés sur le tarmac et dans le champ de maïs. Le cockpit et les pilotes ont disparu. En voyant l'avion percuter le sol et se retourner dans une énorme gerbe de feu, on ne s'attendait pas à trouver des survivants. 45 minutes après l'accident, le cockpit est découvert à 180 mètres du reste de la carcasse. Les 4 pilotes sont en vie. J'étais inconscient, heureusement. L'impact m'a fait perdre connaissance. Je n'ai pas le moindre souvenir du crash. Ensuite, j'ai entendu « Vous êtes vraiment 4 là-dedans ?» Et plusieurs voix ont répondu « Oui ». J'ai vu un pompier arriver dans le champ de maïs et j'ai su que j'avais survécu à un crash. Je ne savais absolument pas dans quel état j'étais, si j'avais encore mes jambes. Je ne pouvais pas bouger les doigts. J'étais littéralement cloué au sol. J'étais écrasé par l'épave et j'avais une douleur atroce dans le dos et aux côtés. Des côtes brisées m'avaient perforé le poumon. Je n'ai jamais perdu conscience. Je me rappelle de tout. La première nuit à l'hôpital, j'ai failli mourir. J'ai subi 9 opérations et 18 mois de rééducation. 111 passagers et membres d'équipage, dont 11 enfants, ont péri. Mais 185 personnes ont survécu à cet atterrissage en catastrophe. On pensait qu'il n'y aurait aucun survivant, et pourtant, il y en a eu. Il y en a eu un grand nombre. Les dégâts de la queue confirment ce que les pilotes ont signalé. Le moteur numéro 2 a explosé en vol. Les enquêteurs doivent trouver pourquoi.
et comment cela a entraîné la défaillance du système hydraulique. On savait très bien ce qu'on cherchait. Il y avait eu une panne de réacteur aux conséquences terribles et un problème qui avait causé la fuite simultanée des 3 circuits hydrauliques. Bob McIntosh du NTSB, l'équivalent américain du BEA, est chargé de l'enquête. L'investigation s'est rapidement focalisée sur les débris du moteur, leur trajectoire et la façon dont ils avaient endommagé l'avion. Les enquêteurs s'aperçoivent vite que le réacteur a perdu une pièce maîtresse. La couronne d'aube est une partie trop visible pour qu'on ne se rende pas compte de son absence. La couronne d'aube est l'une des plus grosses pièces du moteur. C'est elle qui guide l'air vers le cœur du réacteur. Elle pèse environ 180 kg pour un diamètre de plus de 80 cm et elle n'était nulle part. Il fallait absolument la retrouver car c'était elle la force destructrice qui avait provoqué le crash. Pour tenter de déterminer ce qui a causé la défaillance d'un élément aussi important, les métallurgistes du NTSB sont appelés en renfort. Les pièces rotatives des moteurs d'avions à réaction subissent de fortes contraintes. Il faut donc utiliser un matériau qui optimise la solidité tout en minimisant le poids. Pour la couronne d'aube, à l'avant du moteur, on utilise un alliage de titane. Les turboréacteurs sont extrêmement fiables. Le bris d'une couronne d'aube est un événement rarissime. La perte d'une pièce rotative majeure, que ce soit à l'avant ou n'importe où dans le moteur, est un incident grave. Mais pour résoudre l'énigme, il faut d'abord retrouver l'aubage disparu. La clé du mystère se trouve quelque part dans un champ d'Ohio. Une battue générale s'organise. C'était très frustrant pour nous de ne pas l'avoir. On savait qu'on aurait beaucoup de mal à la retrouver. On était très motivés, mais on savait que ce serait difficile. Hal, je ne maîtrise pas l'avion. Pendant ce temps, les enquêteurs s'intéressent au système hydraulique. Comment les 3 circuits ont-ils pu lâcher simultanément? Théoriquement, quand on perd un moteur, on perd un circuit. Sachant que le moteur numéro 2 était la source du problème, le défi consistait à comprendre pourquoi les 3 circuits s'étaient vidés. Chaque circuit est alimenté par son moteur respectif. Dans la mesure où un seul moteur est tombé en panne, les 2 circuits restants auraient dû fonctionner. Les enquêteurs examinent les parties de l'épave proches du réacteur numéro 2. Ils commencent à comprendre ce qui s'est passé. Les 3 circuits hydrauliques se rejoignent dans le stabilisateur horizontal où ils permettent d'actionner la gouverne de profondeur. Les 3 conduits du système sont regroupés à l'arrière de l'avion sous le moteur de queue. Le circuit numéro 2 a été détruit quand la couronne d'aube s'est brisée. Les débris ont endommagé les 2 circuits restants. Tous les conduits ont été perforés ou sectionnés. En gros, l'avion a été saigné à blanc. C'est alors qu'on a compris comment la panne du moteur numéro 2 avait rendu inopérants les moteurs 1 et 3. Gauche, 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 gauche. Les enquêteurs connaissent à présent les dégâts causés par la couronne défectueuse. Il s'agit maintenant de savoir pourquoi elle a cédé. Et pour cela, ils doivent la récupérer. Une récompense de 50 000 $ est offerte à quiconque la trouvera. Trois mois après le crash du vol United Airlines 232, une agricultrice trouve la pièce incriminée dans son champ à une centaine de kilomètres de l'aéroport. Voilà le trou. J'ai senti une résistance en passant avec la moissonneuse. J'ai reculé et j'ai tout de suite compris ce que c'était. La femme qui a trouvé la couronne d'aube était l'héroïne du jour. C'était une pièce d'une importance capitale. L'énorme couronne est cassée en 2. Comment est-ce possible? C'était très inhabituel et on devait absolument découvrir pourquoi elle avait éclaté, comme on dit dans le métier. L'alliage de titane utilisé pour fabriquer cette pièce est particulièrement solide et résistant.
jamais il n'aurait dû céder. Regardez ça. Il est presque inimaginable qu'une pièce aussi massive qu'une couronne d'aube puisse se casser en 2 gros morceaux. Ça ne date pas d'hier. Un examen approfondi révèle un fait surprenant sur la cause de la fracture. C'est la fatigue. Je n'ai eu qu'à l'examiner visuellement pour voir qu'il y avait une crique de fatigue. Après quoi, on s'est mis à la recherche de l'origine de cette fissure. Vous pouvez m'en découper un morceau à partir d'ici? Il faut savoir ce qui a pu affaiblir un alliage aussi solide. Les enquêteurs prélèvent la partie abîmée pour l'étudier. Tiens, tiens. Ils trouvent des composants qui ne devraient pas être dans le métal. De l'azote et de l'oxygène mélangés au titane. La présence d'azote et d'autres éléments comme l'oxygène fragilise l'alliage de titane, si bien qu'il se fissure très facilement lorsqu'il subit une forte contrainte. Un défaut dans le titane? C'est ça. Les enquêteurs concluent qu'une imperfection microscopique dans le titane de la couronne a causé une fissure qui s'est étendue progressivement durant 17 ans. Elle s'agrandissait à chaque démarrage et à chaque arrêt du moteur. Ce n'était qu'une question de temps avant que la couronne ne cède. C'est bon. C'était quoi? Et qu'elle provoque une catastrophe. Cette pièce doit être inspectée régulièrement, et elle l'avait été. Mais il était pratiquement impossible de détecter la crique là où elle était placée. Le NTSB recommande immédiatement des inspections poussées de toutes les couronnes d'aube. Aujourd'hui, le titane est fondu 3 fois sous vide pour retirer les impuretés. Toute particule d'oxygène ou d'azote qui serait présente est aspirée par le vide et est rejetée. On améliore également le système hydraulique du DC-10. Une série de valves sont rajoutées qui permettent de fermer un circuit en cas de rupture. Chaque accident est riche d'enseignements. Et nous continuons à en tirer de Sioux City, qui s'est pourtant produit il y a plus de 20 ans. Malgré les 111 morts, l'exploit accompli par les pilotes est unanimement salué. Les survivants ont dû être étonnés d'être encore parmi nous, mais cela témoigne de l'habileté de l'équipage et de la robustesse de l'appareil. On n'a plus de liquide hydraulique. Tous les circuits sont à zéro. C'est impossible. Quand ils ont perdu le 3e circuit, ils se sont retrouvés en terrain inconnu, sans checklist et contraints d'improviser. On va utiliser les moteurs. C'était une catastrophe, et ils se sont débrouillés pour limiter les dégâts. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Prenez les manettes. La décision du commandant Haynes d'accepter l'aide de Denny Fitch dans un moment de crise a probablement sauvé la vie de 185 personnes. C'est bon. Al Haynes a confié à un parfait inconnu la seule commande qui contrôlait son avion. Et je crois qu'il savait très bien qu'il n'y en avait pas d'autre. Pour moi, c'est un exploit phénoménal. Il mérite tous les éloges pour ça. Les 4 pilotes ont reçu la médaille Polaris, la plus haute distinction de l'aviation civile, pour leur professionnalisme exceptionnel et leur héroïsme. On a posé l'avion sur la piste. C'était tout ce qu'on pouvait espérer. Ne dirais pas que nous sommes des héros pour autant. On a juste eu de la chance de prendre les bonnes initiatives. J'étais prêt à donner ma vie. Non, ça n'a rien d'héroïque. J'étais prêt à donner ma vie parce que c'est ma responsabilité de commandant de bord. Vous me faites confiance, je ne veux pas trahir cette confiance. Al Haynes et Bill Rickards ont repris les commandes 1 an après l'accident. Pour Denny Fitch, il a fallu un peu plus de temps. Les médecins m'ont réparé, mais ils pensaient que je ne pourrais plus jamais piloter, que je ne pourrais plus jamais voler. « 16 ou 18 mois plus tard, sur le vol 187 pour Honolulu, les passagers ont entendu cette annonce. Votre commandant de bord sur ce vol est Denny Fitch. Je ne renonce jamais.